Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour, Je pense bonjour, que bonjour ça y est, Aurore. nous sommes en direct, le webinaire a commencé. Ça marche. Bienvenue à tous. Merci, d'être à nos côtés, ce matin. Hem, Merci à DFCG de nous faire, de nous faire intervenir sur ce webinaire, hein, consacré à la sécurisation de sa supply chain et au financement du poste fournisseur dans un contexte d'inflation et de pénurie. Donc, je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire qui souhaite vous apporter des solutions, ou en tout cas une solution, hein, simple et efficace pour absorber du mieux possible les tensions de BFR de trésorerie à l'heure actuelle. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'Antoine Messéan, président du groupe Apsobois, qui se prête au jeu du cas client et qui abordera, avec nous, hein, ce matin, le contexte de sa société. Antoine, merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Avec Et plaisir. je tiens à vous préciser qu'on prendra du temps, à la fin pour répondre, aux questions, que vous pourrez poser, tout le long du chat. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez, effectivement, poser vos questions. Nous tenterons de regrouper un petit peu les familles de questions à la fin pour pouvoir, y répondre, Antoine et moi. Antoine, ça va bien ce matin? Ben, écoutez, oui, avec un beau soleil du sud-ouest. Bon, je ne dirai pas la même chose, je suis dans le nord-est, donc on va se taire. Alors, donc c'est moi qui ai la main sur ce webinaire et sur les slides. Allez, gagnons du temps. Je vous propose de démarrer notre intervention sur quelques éléments de contexte. En ce moment, l'économie mondiale, hein, et européenne, elles pâtissent principalement des prix des matières premières énergétiques et les entreprises voient s'accroître l'incertitude, en fait, autour de leurs approvisionnements. La fin du quoi qu'il en coûte, les remboursements des PGE, le confinement de la Chine en 2022, la guerre en Ukraine, tout ça a entraîné, en fait, de fortes perturbations pour, les entreprises sur leur logistique, sur leur chaîne d'approvisionnement qui subissent une augmentation sans précédent, des coûts des matières premières et de l'énergie. C'est simple, hein, on a relevé une stat dans les slides. D'après l'OCDE, l'inflation pour 2023 tendrait vers 6,6. Donc, quand on a décrit tout ça, comment connaître les impacts sur les sociétés? Comment ces perturbations vont se traduire dans leur gestion, dans leurs finances? Et surtout, ce qui nous intéresse, aujourd'hui, en tout cas à travers ce webinaire, comment les entreprises peuvent y remédier grâce au reverse factoring. Donc on va détailler certains points de douleur d'entreprise et je laisserai la parole ensuite à Antoine qui nous parlera de son cas concret et de son groupe Apsobois. Alors, autre slide. Donc, sur les problématiques, pour mesurer ces perturbations, nous allons aborder 2 familles d'impacts pour les entreprises. Donc vous avez une première famille d'impact conjoncturel et une deuxième famille d'impact structurel. Sur les problématiques conjoncturelles, donc on a relevé, les 3 principales problématiques du moment, qu'avec les conséquences du contexte économique sur la hausse des matières premières et bien sûr la hausse du coût de l'énergie que chacun d'entre vous mesure bien là à ce jour. On notera également des difficultés sur des acheteurs et les retards de paiement qui apparaissent et enfin, en conséquence directe de ce contexte, on va constater des pénuries, des ruptures d'approvisionnement sur le côté conjoncturel. Ensuite, demeure toujours, c'est pour ça qu'on l'a noté, hein, malgré le contexte, du moment, il demeure toujours des impacts structurels des sociétés liés à leur business model, par exemple. Alors on a différents cas, hein, que j'en ai listé certaines, là sur le slide. On peut parler des fortes saisonnalités. On le voit bien dans le textile, hein, c'est sûr que, l'exemple est très bête, hein, mais, la jupe du mois d'avril, elle va pas se vendre en octobre. On a aussi les entreprises qui subissent des stocks très importants. On connaît bien, par exemple, je ne sais pas, je peux citer le secteur du jouet. C'est sûr que tous les jouets, qui se vendent à la période de Noël, il va falloir stocker de manière importante, bien avant, parce que les achats vont se faire entre mai et juillet, par exemple. On peut avoir des entreprises sur des circuits de facturation, complexes, hein, comme dans le bâtiment, le transport, j'en oublie, hein, certainement d'autres. Et on a aussi des cycles d'exploitation, des cycles on va dire de fabrication longs
comme les machines-outils. On peut avoir des entreprises, exportatrices, donc qui subissent des délais de paiement allongés et également tout simplement, des entreprises en fort développement. Donc tous ces cas, que ce soit conjoncturel, structurel, bah, dans tous ces cas, les difficultés, elles sont présentes. Il y aura des répercussions sur le BFR, sur la trésor et les entreprises doivent se poser quand même certaines questions pour sortir la tête de l'eau, selon la casquette qu'elles vont adopter. Et là, c'est, le prochain donc la prochaine étape. Les points de douleur, en fait, des entreprises selon si elles se présentent avec la casquette de fournisseur ou la casquette d'acheteur. En ce moment, quand je suis un fournisseur, c'est sûr qu'on se pose certaines questions. On va se poser la question de comment sécuriser mes ventes et mon chiffre d'affaires. Comment réduire l'exposition au risque de défaillance de mon acheteur? Comment améliorer mon DSO et réduire le poids de mon poste client? Heu, Au global, comment choisir mes acheteurs? Est-ce que je peux choisir mes acheteurs? Bref, vous voyez que toutes ces questions qui concernent un fournisseur sont faites pour le rassurer. Il y a peut-être un dernier point que j'ai pas, mis dans ce slide et qui est de plus en plus présent, c'est comment moi, en tant que fournisseur, je peux rassurer certains de mes acheteurs sur ma capacité à livrer. Car la situation financière, la mienne en tout cas, pendant cette conjoncture, complexe, elle va préoccuper mes clients. Donc j'ai pas besoin d'être rassurée que moi-même, je dois également rassurer les autres pour pouvoir assurer mon volant d'affaires. Et si je me penche sur l'acheteur, donc voilà, là je mets ma casquette d'acheteur, bah, ça va être comment donner de la visibilité? Et c'est ce que voilà, c'est la question: comment rassurer mes fournisseurs? Comment augmenter ma capacité d'achat? Comment optimiser le financement de mon cycle d'exploitation? Comment obtenir du crédit fournisseur? Donc ça, c'est toutes ces questions qui sont essentielles en ce moment et on en a une dernière, hein, on en parlera avec Antoine ce matin. Ça va être comment mettre en avant ma bonne qualité d'acheteur pour être traité, en tout cas, est-ce que je peux être traité en priorité par mes fournisseurs? Donc c'est vraiment à toutes ces questions que notre solution de reverse factoring va apporter une réponse. Donc, après avoir planté le décor du contexte économique des entreprises actuellement, je vais laisser la parole à Antoine. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas, du groupe Absorbon, Antoine? À quoi vous avez dû en tout cas faire face et les enjeux de votre groupe? Je vais vous laisser la parole. Alors, merci Aurore. Pour très brièvement présenter le groupe Absobois est un acteur de la filière bois. Il regroupe dans ses activités deux sociétés, deux métiers principaux. Un métier de scierie-raboterie qui est effectué sur notre site industriel dans les Landes de Higos Saint-Saturnin, où nous sommes exploitants forestiers, scieurs, raboteurs. Nous produisons en pain maritime des produits finis, parquet, lambris, moulures. Et nous sommes également un fournisseur de l'industrie, industrie du jouet, industrie du cercueil et industrie portes et fenêtres en bois. Le deuxième métier du groupe Absobois est un métier de menuiserie, menuiserie d'agencement et menuiserie d'ameublement qui est effectué au travers de deux sites de production sur notre société Abso Agencement. Un site de production qui est en Vendée, une usine de 8000 mètres carrés, qui est réalisée essentiellement 100% en panneaux bois et métal, des menuiseries d'agencement, et un site de menuiserie d'agencement et d'ameublement qui est à Cadojac, à côté de Bordeaux, dans une petite usine un petit peu plus petite de 3000 mètres carrés. Donc le groupe Absobois s'est constitué en 2018. Par une spécificité, pour le constituer, nous avons repris des entreprises qui étaient en difficulté, qui se sont rétablies depuis, malgré les périodes de Covid, malgré les périodes d'incertitude euh, et de difficultés conjoncturelles. Un groupe constitué assez récemment qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 250 collaborateurs et a atteint une taille d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires assez équitablement répartis entre nos deux sociétés, d'un côté la marque Sogibois et de l'autre côté Abso Agencement. Une particularité également, un petit peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export.
tant dans les métiers de production en pain maritime que dans les métiers de menuiserie d'agencement et d'ameublement. Donc, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés en 2022, essentiellement conjoncturelles, et pas uniquement liées à la crise de l'Ukraine et à la hausse des matières premières, qui étaient des difficultés conjoncturelles sur lesquelles on avait un petit peu de visibilité et d'anticipation. Ce qui n'a pas été possible d'anticiper en revanche, ce sont les incendies qui se sont déroulés au cours du mois de juillet et du mois d'août sur le massif des Landes et qui, sur notre activité de scierie-raboterie, ont généré 5 semaines de rupture d'approvisionnement de manière assez abrupte à partir du 18 juillet par arrêté préfectoral. Il a été impossible de pouvoir exploiter le massif forestier pour un principe de précaution, ce qui pouvait complètement s'entendre. Mais donc l'usine a été mise à l'arrêt pendant une période très importante, même si usuellement nous fermions 2 semaines au mois d'août. On a subi une rupture d'approvisionnement assez directe, comme tous les intervenants de la filière, sur le massif du pain maritime de Gascogne. Dans ce contexte, et au vu des enjeux du groupe qui est de création récente et qui aujourd'hui sont de poursuivre son développement, d'être un acteur de la filière bois en participant à l'exploitation des massifs forestiers et notamment celui du pain maritime de Gascogne, de pérenniser nos approvisionnements et de financer notre cycle d'exploitation et notre croissance. Il est apparu comme incontournable de recourir au reverse factoring pour un argument assez majeur, c'est qu'il nous a donné une capacité, ce contrat de reverse factoring que nous avons mis en place au mois d'octobre, nous a permis de réaliser une volumétrie d'achat extrêmement importante et supérieure qui nous a permis le redémarrage de l'activité et donc de rétablir un exercice qui, sur le premier semestre, s'était très bien déroulé pour la marque Sojibois et sur le second semestre était un petit peu plus critique. On a donc pu rétablir amplement la situation et retrouver des niveaux de production et des niveaux d'activité qui nous ont permis de passer la barre et donc de rester profitable sur l'année 2022, ce qui n'était pas acquis au mois de juillet pendant la période extrêmement difficile que nous avons connue avec ces Avec les incendies. incendies. Oui, c'est une difficulté supplémentaire que vous avez connue, de par Absolument, votre contexte régional, effectivement, complètement, oui. exactement. Donc aujourd'hui, ce dispositif a été mis en place et fonctionne particulièrement bien. On reviendra sans doute Oui, sur le détail tout à l'heure. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes à facturer du côté du poste client depuis la création du groupe. On a toujours opté pour un mécanisme de mobilisation de notre poste client euh, qui nous permettait de financer notre cycle d'exploitation. Euh, je dirais que l'effet complémentaire du reverse factoring nous a effectivement permis de retrouver un ballon d'oxygène complémentaire face à une période assez exceptionnelle en capacité de trésorerie. merci Antoine. Merci Antoine et sans plus attendre, nous allons, vous présenter la solution de reverse factoring, qui est un bel outil, pardon, hein, pour réduire donc effectivement les tensions de BFR et de trésorerie et Antoine reviendra sur la mise en place de cette solution-là dans l'entreprise, la marque Sojibois, sur laquelle qui a bénéficié de ce programme-là. Donc sur le reverse factoring, alors attendez, j'ai peut-être un slide à passer avant de rentrer dans le détail du mécanisme. Peut-être parler de manière un peu plus macro de cette solution. En fait, le reverse factoring représente une petite partie, hein, de l'activité des sociétés d'affacturage en France. Historiquement, les programmes de reverse, comme on les appelle, concernaient plutôt la grande distribution et bien avant la LME.
Mais à cette époque, hein, ancienne certes, hein, ces programmes avaient plutôt mauvaise presse dans leur fonctionnement. Ils révélaient, souvent un rapport de force entre le client, et le fournisseur. Aujourd'hui, c'est encore un marché de micro-niche, le reverse factoring. Il y a peut-être, je n'ai pas les stats, exactes, hein, il y a peut-être une centaine de programmes en France, plus de la moitié concernent encore des très gros groupes. Et en fait, grâce à nos solutions innovantes au sein du cabinet Urios et des partenariats clés, on est dorénavant en mesure, hein, de proposer vraiment une solution packagée pour les PME, les ETI, les groupes intermédiaires, ce qui ne se faisait pas en fait auparavant. Ce package, il est clé en main, de la garantie au financement, en passant par la gestion des flux jusqu'à la structuration et la gestion du programme. C'est pour ça que souvent je parle de package dans cette solution-là. On a une part conséquente, hein, sur le périmètre des programmes dédiés aux PME et ETI, oui, complètement. Il faut rappeler, que cette solution de reverse factoring est avant tout, et je pense que c'est important de le souligner, surtout dans des ETI et des PME, c'est avant tout une relation commerciale et ça va conforter en fait au cercle vertueux de la relation entre le donneur d'ordre et son fournisseur. Donc pour commencer, qu'est-ce que le reverse factoring? Bah, déjà, il peut prendre d'autres noms. Certains vont l'appeler donc affacturage inversé, hein, tout simplement, ou de plus en plus, on entend le nom de paiement fournisseur anticipé. C'est le client qui demande à ses fournisseurs de financer leurs créances sur lui avec l'aide d'une société d'affacturage. Autrement dit, le reverse factoring va permettre à un acheteur de faire payer rapidement par un établissement financier les factures dues à ses fournisseurs. Contrairement à la facturage classique, qui finance le poste client, pardon, bah, le reverse factoring va permettre de financer le poste fournisseur. Et il y a vraiment pas de comparaison entre les 2 mécanismes, parce que même en termes de prise de risque, de position de risque, l'analyse est différente. Sur la facturage classique, le risque, il est pris sur l'ensemble d'un portefeuille d'acheteurs, donc il est diffus. Sur le reverse factoring, le risque n'est pas diffus, il repose sur une tête qui est celle de l'acheteur et souvent de grosses lignes de financement. À l'écran, on va revenir maintenant sur ce que vous voyez à l'écran, c'est le mécanisme de cette solution. On va rentrer dans la description de ce mécanisme ensemble. Alors première étape du reverse factoring, donc première étape, c'est les flèches avec le petit 1. L'acheteur va mettre en place déjà une étude reverse garantie sur son entreprise au profit du financier afin de garantir son entreprise, enfin garantir le financier contre le risque de défaillance de son entreprise. Donc ça, c'est la fondation d'un programme de reverse factoring mis en place pour une PME ETI. Il y a un assureur crédit dans la boucle qui est donc représenté par le cabinet Urios via AIG. L'acheteur va donc acheter sa propre garantie sur lui-même et s'il devient défaillant, le financier, lui, va activer l'indemnisation à son bénéfice. Ça, c'est les fondamentaux du programme. Une fois que la garantie est en place, qu'elle est OK, qu'on peut effectivement en placer une, eh ben, l'acheteur va passer commande auprès de son fournisseur. Et là, on va passer à l'étape numéro 2. Le fournisseur ou les fournisseurs, hein, il va y en avoir plusieurs, vont transmettre leurs factures de manière habituelle à leur acheteur. Troisième étape, les factures validées par l'acheteur sont envoyées en fait via une plateforme web, un portail, au financier. Toute facture validée est comme irrévocable. En fait, il n'y a pas de litige possible. L'acheteur et le fournisseur peuvent choisir les factures à entrer dans le programme. On dit qu'il n'y a pas d'exclusivité de facture. Sur la quatrième étape, le financier va payer automatiquement les fournisseurs, soit avant échéance, souvent sous réserve d'escompte, ou à échéance convenue. La date la plus tôt, hein, pour payer le fournisseur, ce serait par exemple la validation de la créance, par exemple. Le système, il est très modulable. On peut mettre en place une stratégie par fournisseur et si jamais il y a une mise en place d'un escompte,
sachez que le financier va payer par déduction, en fait, paye déduction faite de l'escompte, tout simplement. Dernière étape, étape 5, à échéance convenue, l'acheteur va devoir rembourser le financier. Donc, selon le montage qui est réalisé, l'acheteur, il va pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire qui peut aller jusqu'à 60 jours selon les montages. Donc, en conclusion, on peut vraiment se rendre compte que c'est le donneur d'ordre qui a la faculté, en fait, de piloter son programme et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le cercle vertueux de la relation donneur d'ordre-fournisseur. Antoine, je vais vous laisser la parole. Pouvez-vous nous parler, vous, de cette solution dans votre cas, dans le cas de l'entreprise, Lamarque Sogibois, qui vous l'a présentée, comment vous l'avez structurée, intégrée? Vous pouvez, on vous laisse la parole sur le côté opérationnel de la solution chez vous. Merci. Alors effectivement, sur un impact conjoncturel de force majeure et assez imprévisible, il faut avoir un petit peu de connaissances financières. Il est vrai dans ce que vous disiez que le reverse factoring est aujourd'hui peu développé et a souffert de beaucoup de péjorations dans l'état d'esprit général, comme c'était à l'époque sans doute un petit peu le cas également pour la facturage, où ça pouvait paraître suspect pour une société de d'avoir recours à cette technique de financement. Ça reste une technique de financement qui est malgré tout simple et traditionnelle. Moi, je me suis tourné parce que effectivement, nous ne nous connaissions pas Aurore, donc je me suis tourné vers mon courtier en assurance, qui est le groupe March, pour au départ sécuriser nos garanties auprès des fournisseurs. Et on s'est mis à réfléchir dès le mois d'août à une solution technique financière pour nous permettre de réaliser des approvisionnements de manière extrêmement importante, sachant que le bois qui a brûlé cet été dans le massif des Landes devait être exploité également pour des raisons écologiques et pour des raisons économiques pour les propriétaires de parcelles qui ont été sinistrées. Il fallait aller assez vite. Nous sommes peu nombreux aujourd'hui à pouvoir exploiter le massif. Hein. Je rappelle qu'on est sur le massif une dizaine de scieries vraiment importantes avec une capacité de sciage. Donc, il était très très important d'avoir une capacité financière qui puisse être dégagée rapidement avec un effet important sur la capacité d'achat. Dans la filière du bois, le partenariat avec nos fournisseurs est très important. Il est capital et de manière élargie, autant dans un métier que dans l'autre, où nous penserons effectivement pour la deuxième société de mettre en place à un moment donné le reverse, puisque nous sommes dans un contexte de hausse des prix de matières premières également, indépendamment de tout sinistre. Donc c'est un outil auquel nous aurons recours dans le futur très certainement sur la seconde société Abso Agencement. Sur la marque Sogibois, nous avons mis en place cette solution de manière concertée avec nos fournisseurs, en choisissant les fournisseurs parce que nous avons choisi de faire un focus sur la matière première. Nous avons choisi de faire une sélection et de renforcer nos partenariats qui étaient déjà assez privilégiés avec certains pour les rassurer à la fois sur nos capacités de rebond, mais également leur permettre à eux aussi de faire face à une situation assez critique parce que dans ce phénomène qui a eu lieu d'incendie, les négociants en bois et les acheteurs bois auprès des propriétaires se sont trouvés confrontés également à des difficultés puisque plus personne ne pouvait trouver d'approvisionnement sur le massif de Gascogne pendant l'été. Donc c'était à la fois une solution qui a été technique pour nous, pour la trésorerie, qui nous a permis d'avoir un volume d'acquisition très important dès le départ. Juste pour donner quelques idées des proportions, notre société, la marque Sogibois, réalise chaque année entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
passe entre 8 et 10 millions d'euros d'achat. On a pu sur une ligne mobiliser 2,5 millions d'euros d'achat en l'espace de 2 mois. Donc, c'est assez important comme impact, assez colossal, à des conditions financières qui étaient au prix du marché, donc sans impact, je dirais, extrêmement dégradant sur les marges de l'entreprise. Donc, une solution qui nous a permis de sélectionner 5 partenaires privilégiés avec lesquels nous avons renforcé nos relations. Il a fallu être effectivement un petit peu pédagogue parce que certains n'étant pas du tout issus du monde de la finance ont au départ eu quelques difficultés d'approche et de compréhension. Euh, mais finalement, en expliquant les choses et en mettant en avant un intérêt assez majeur qui était double. D'abord, le fait de mettre en place une garantie avec Urios assez importante sur ce niveau de ligne financée, ça permettait effectivement de rassurer tout le monde sur les capacités de l'entreprise à faire face à ses engagements. Et le deuxième point qui était important, c'est le délai de règlement où effectivement, on passe d'un délai de règlement de 45 jours à un délai de règlement immédiat pour le fournisseur et une capacité de rallonger le délai pour l'entreprise acheteur qui peut aller jusqu'à 90 jours. On reste dans le cadre de la loi LME. On est sur un contrat tripartite tout à fait classique qui va lier l'organisme de financement au fournisseur et à l'acheteur. C'est une pratique à exercer avec des fournisseurs avec lesquels on veut avoir alors c'est pas une condition sine qua non, mais avec lesquels on veut avoir un partenariat sur de longues années, c'est très très important. Oui, 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 je me replonge dans la mise en place du programme, avec vous, Antoine. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage, Antoine. Pour la suite, en fait, de ce webinaire, je vous propose, de partager votre savoir, Antoine, pour décrire de manière très concrète comment le reverse factoring remédie, pardon, à certaines situations que nous avons évoquées, au début, que vous avez évoquées également, à savoir l'augmentation des matières premières, mais ça peut être également, le retard de paiement d'un client ou la rupture d'approvisionnement. Donc, je vous propose de faire simple. On va décrire ensemble un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle et de ce cycle, nous ferons varier des scénarios. Avec des schémas, je vais vulgariser les impacts. Hein, de mon côté, je ne suis pas là pour, faire un cours de finance, hein. Vous êtes bien mieux placé que moi sur ce sujet, mais votre avis d'expert, sur le avant et après mise en place de reverse factoring dans certains scénarios peut être très intéressant, je pense pour les gens qui nous écoutent. Alors sur, mon cycle d'exploitation, pour prendre l'exemple, je suis une entreprise industrielle. Je vais partir avec des données de départ. Donc au départ, je vais, vous commenter rapidement le schéma du dessus. Alors les données de départ de mon entreprise industrielle et sur les slides suivants, on fera varier des scénarios. Donc j'achète de la matière première à mon fournisseur et je le paye à 30 jours, mon fournisseur. Bon, l'exemple, il est plutôt flatteur parce qu'en ce moment, nos clients, nous remontent que, généralement, on paye comptant, voire même avant expédition, les fournisseurs. Une fois que j'ai ma matière première, je vais la stocker durant 10 jours dans l'exemple. Ensuite, je vais produire et je vais stocker mes produits finis durant 25 jours. Et à ce moment-là, je vais pouvoir vendre mon produit fini. J'ai négocié avec mon client un délai de règlement de 30 jours. Donc, c'est les schémas que vous voyez apparaître en haut. Rapidement, on va voir 2 besoins de financement, le besoin de financement du stock et le besoin de financement du crédit client. Donc, à travers mon entreprise très classique industrielle, on voit où se trouve le besoin, mais le but est de mesurer l'ampleur de ce besoin. Donc, c'est pour ça que vous avez le schéma en dessous. On va reprendre exactement le même exemple en y rajoutant des chiffres. Le but, hein, il est bien sûr de vulgariser les choses. Alors, sur cette situation de départ, on imagine que j'ai une trésorerie à 10, hein, voilà, c'est ma situation de départ.
Donc, je reprends mes étapes. Allez, première étape. Mon entreprise achète à crédit des matières premières pour 30 000. Donc, je vais comptabiliser une dette fournisseur à 30 000. Comme je stocke ces matières premières, je vais également comptabiliser 30 dans le poste de matières premières, de stock matières premières. Le stock, à ce moment-là, on voit bien qu'il est financé par la dette. Il n'y a donc pas besoin de financement. La trésorerie, elle est toujours à 10, c'est mon capital de départ. Deuxième étape. Autre carré bleu, l'entreprise entre en phase de production. Elle va consommer ses matières premières, elle va produire, elle va stocker ses produits finis. Conséquence, la valeur du stock de matières premières va passer à 0. La valeur du stock des produits finis va passer à 40. Alors, pourquoi 40? Que je vous explique. C'est mes 30 de matières premières et j'ai rajouté 10 de main-d'œuvre, tout simplement. Là, les 40. Donc là, le stock, il reste en grande partie financé par la dette fournisseur. On commence à voir apparaître un petit BFR de 10. Et la trésorerie, ça ne bouge pas, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de sortie d'argent. Troisième étape, je paye mes matières premières. Conséquence, la dette fournisseur passe à 0. L'entreprise, elle perd sa seule source de financement à ce moment-là. Et le BFR commence à exploser. Le BFR est donc à 40 et j'ai ma trésor qui devient négative parce que j'ai une sortie d'argent de 30, j'ai dû payer ma matière première. Donc là, ça commence à se tendre. Quatrième étape, les produits finis sont vendus à crédit. Conséquence, conséquence, ils sortent du stock, donc produits finis à 0. Ils passent dans les créances clients pour la valeur de facturation de 50. Donc pareil, dans mon exemple, c'est la valeur que j'ai décidé de facturation. Et là, le BFR, il a son pic maximal, il est à 50. Donc là, le besoin de financement est vraiment à son maximum à ce moment-là. La valeur de facturation, elle est supérieure à la valeur du stock. La trésorerie, elle ne bouge pas parce que je n'ai pas de rentrée d'argent. Et la dernière étape de mon entreprise industrielle classique, j'ai mon poste, mon client, il paye, donc j'ai mon poste client qui va passer à 0. Et là, le BFR est à 0, je n'ai plus besoin de financement. La créance a été encaissée et la trésorerie, elle redevient positive. J'ai encaissé 50, donc elle passe à 30. Donc, là, c'est le but de ce slide, c'est surtout de constater que la tension à laquelle l'entreprise elle doit faire face tous les jours, c'est la raison pour laquelle on répète que le cash est le nerf de la guerre, parce qu'il se consomme vite, très vite, même dans une gestion normale, sans que j'ai encore appliqué les différents scénarios qu'on va voir avec Antoine par la suite. Du coup, je vous propose de voir ce qui se passe sur cette entreprise-là, au niveau de mon BFR et de ma trésorerie, en cas d'augmentation des matières premières sans répercussion du prix de vente. Donc, moi, je vais vous faire la situation de départ et ensuite, je laisserai la parole à Antoine. Donc, sur la situation de départ, donc j'ai une augmentation de matières premières de 30%. Dans mon exemple, nous n'avons pas répercuté sur le prix de vente. L'impact, je reprends les mêmes chiffres avec ce scénario. L'impact, en fait, il est vraiment visible à l'étape 3, au moment du paiement du fournisseur. Mon BFR passe à 49 au lieu de 40. Là, mon BFR, en fait, il a grandi de plus de 20%, en fait. Donc, on voit l'impact ici. Et bien sûr, sur la trésorerie, elle est à moins 29, alors que sur le cycle classique, elle était à moins 20 sur l'augmentation. Donc, l'impact se situe vraiment là. Et puis, à la dernière étape, au moment du paiement du client, bien sûr que j'ai ma trésorerie qui va redescendre à 21 contre les 30 habituels. Et c'est parce que là, on va retrouver tout simplement le delta des moins 30% de la hausse des matières premières. Donc, c'est sûr que si on avait répercuté les matières premières sur le prix de vente, mon impact sur le BFR, il n'aurait pas bougé, il ne serait pas annulé. Mais on n'aurait pas eu d'impact sur la trésorerie. Alors, du coup, on vous a présenté donc, ces deux schémas. Et Oui, mais dans la effectivement, réalité, ce n'est pas toujours le cas. oui, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Donc, Antoine, je vous laisse commenter, si vous voulez, la mise en place du programme de reverse factoring sur cette même entreprise pour comparer un peu les deux situations. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut appréhender de manière assez simple, c'est la chose suivante. Les données de réalité du marché sont les suivantes.
Lorsque vous avez un impact conjoncturel tel que celui qu'a subi l'entreprise et d'autres d'ailleurs, les entreprises du secteur sur le massif de Gascogne, ça a été très compliqué pour tout le monde. Cette période-là, c'est vous avez déjà dans la filière bois, on a traditionnellement du stock. Donc effectivement, votre stock peut vous permettre, votre stock initial ou courant peut vous permettre de fonctionner. C'était notre cas, on a pu fonctionner pendant 3 semaines. Pour autant, lorsqu'on se place dans le cas de votre période de hausse des prix, ce qui était également le cas dans la filière et qu'il est depuis 2 ans maintenant, euh, on a toujours un effet d'inertie entre le cycle d'exploitation et de production de l'entreprise et puis le carnet de commandes et les livraisons. Et la différence, les inerties qui se jouent entre le timing de production, le timing de vente et le timing d'augmentation du prix avec l'acceptabilité client d'augmentation du prix parce que les matières premières augmentent, ben ce timing-là, il ne se coordonne pas. Et ce que permet de financer le reverse factoring, si on doit synthétiser, c'est de financer par rapport de trésorerie supplémentaire en décalant les effets de règlement. Ça permet de financer ces inerties-là. Et elles peuvent être de multiples sources, voire parfois s'aggraver sur un impact, mais ça peut sur un impact conjoncturel comme des incendies. Mais c'est également le cas quand une entreprise se développe très, très, très rapidement. En cas de Mm. conquête de part de marché et en cas de développement de son chiffre d'affaires, mais on rencontre ces mêmes problématiques. Quand on est dans un marché qui structurellement voit ses coûts de production augmenter, que ce soit les coûts énergétiques ou les coûts de matières premières, et qu'on est en phase de développement, on va rencontrer ces mêmes effets d'inertie et ces mêmes effets de décalage, avec à un moment donné une chose qui est très claire également, c'est l'acceptabilité client sur la hausse des prix. On ne peut pas répercuter systématiquement. Alors, dans certains cas, ça peut l'être, et tant mieux pour ceux pour lesquels ça peut être le cas ou qui sont d'excellents négociateurs. Mais en général, la structure de votre clientèle dans les outils de production, dans le monde un peu industriel, a un niveau d'acceptabilité de la hausse des prix et de compréhension de la hausse des matières premières qui est très clair, mais il y a quand même un effet d'escalier et une inertie qui va jouer entre le moment où vous allez devoir régler avec l'impact de la hausse des prix qui lui est immédiat en appro et le temps que vous allez le répercuter au client. Ça, c'est compliqué. Cette inertie-là, ajoutée au cycle d'exploitation, elle est effectivement assez compliquée. Le Mm. reverse factoring, dans un cas comme ça, permet de décaler les règlements fournisseurs dans le temps et permet de laisser un cycle d'exploitation se produire en période de hausse de carnet de commandes ou d'impact conjoncturel d'appro. On gagne du temps. On gagne du temps parce que les échéances fournisseurs ne sont pas à 30 ou 45 jours, mais peuvent être décalées jusqu'à 90 jours, tout en sachant que le fournisseur a déjà été réglé. Et présenter à un fournisseur un avantage en lui disant, voilà, vous émettez votre facture fournisseur, je vous règle à J plus 3 ou 4, et moi je réglerai l'établissement financier 90 jours après. Vous gagnez entre 30 et 60 jours de trésorerie. Et ça, c'est, dans certains cas, ça peut être crucial et déterminant. Il faut simplement être en capacité de piloter. Alors, simplement, c'est pas toujours le cas, mais simplement être en capacité de piloter par anticipation sa trésorerie. Euh, il faut être extrêmement attentif au pilotage de la trésorerie. Mais cet effet de gain de temps sur le règlement fournisseur redonne une aisance et des latitudes de négociation auprès de ses clients qui sont très bénéfiques. Oui, je comprends complètement, Antoine. Et effectivement, le parallèle entre l'entreprise, c'est un scénario que nous n'avons pas évoqué là, mais qui s'explique très bien avec ce schéma-là de l'entreprise en fort développement et était très intéressant effectivement à souligner. On va passer au deuxième scénario, donc toujours la même entreprise. Cette fois-ci, elle va subir un retard de son client qui va payer en 2 fois. Donc, le client, il paye la moitié à son délai de 30 jours
et le solde de sa facture, il va le payer encore 30 jours plus tard. Donc sur une situation classique, bien sûr, on voit que, sur le BFR, la tension, elle s'est accentuée, en fait, jusqu'au paiement total et bien sûr sur la trésorerie, elle met plus de temps à se reconstituer. C'est-à-dire que là, dans mon entreprise subit, de plein fouet le retard de mes propres clients. Avec le reverse factoring, du coup, Antoine, je vais vous laisser analyser la même situation avec le reverse factoring. De la même façon, on a la capacité de minimiser l'impact de la trésorerie sur un retard d'encaissement, puisque les échéances fournisseurs auxquelles on a à faire face euh, sont décalées dans le temps. Mmh, Euh, et cet intervalle permet de générer effectivement eh bien, la poursuite des approvisionnements et évite et se substitue un peu à la défaillance ou à la temporalité client plutôt que défaillance. Alors c'est pas notre cas, nous, pour nos sociétés, on n'a pas mmh. aujourd'hui à déplorer de sinistralité ou de décalage C'est étonnant. d'encaissement. Mmh. Non, mais en fait, on a un poste client dont le spectre est assez, assez établi. On a un certain nombre de clients, c'est à peu près 300 clients actifs, hein, la marque Sojibois, qu'on connaît bien. On a une relation terrain qui est forte grâce à nos équipes commerciales. Et puis, on a une typologie de clientèle qui est dans des secteurs qui sont quand même aujourd'hui plutôt sur une phase de croissance ascendante. Le secteur du bois est de toute façon, alors pas seulement par la hausse des prix des matières premières, mais subit aujourd'hui une croissance alors qui s'est un peu ralentie au second semestre 2022, hein, avec certaines typologies de marché et de produits qui se sont un peu tassés. Mais du côté de Mmh. l'industrie et du côté de la grande distribution, et de la grande surface de bricolage, on a plutôt une typologie de clientèle sur laquelle on n'a pas de temporalité ou de Oui. sinistralité à déplorer. Ouais, complètement. Mais en revanche, bon, ça peut être le cas même sur des entreprises bien portantes, hein. Il faut juste rappeler qu'il y a quelques temps, Kingfisher faisait l'objet de suspension d'assurance crédit il y a 2 ans de ça, je crois, Mmh. et que certains secteurs de la grande distribution ou certaines enseignes de la grande distribution se sont vus retirer leur couverture d'assurance crédit. Euh, c'est pas toujours évident. Et c'est pas parce qu'on a des qualités de signature qu'on on a effectivement de l'autre côté euh, la couverture assurance crédit. Et je tiens à préciser une chose effectivement, c'est que euh, lorsque vous avez des encours fournisseurs, vous êtes assuré crédit. Euh, L'effet coût de transformation de la première. Ah, il y a une question de chat, mais on y répondra peut-être tout à l'heure. Mmh. Vous avez votre encours fournisseur qui, en général, correspond à un encours d'assurance crédit, plus un délai donné, convenu entre le fournisseur et nous, et l'acheteur. Euh, il faut savoir que lorsqu'on se développe, on n'a pas forcément une extension de l'assurance crédit, même si aujourd'hui existe des solutions Cap+, des solutions d'assurance crédit un peu boostées, moyennant un surcoût financier pour l'acheteur. On n'a pas forcément gain de cause pour obtenir des extensions d'assurance crédit. Le reverse factoring, dans un cas comme ça, peut se substituer à ce manque d'extension de ligne. Mmh. Euh, dans la mesure où la rapidité de rotation de règlement qui est faite avec le reverse factoring permet de dégonfler les encours d'assurance crédit et donc d'augmenter votre capacité d'approvisionnement. Et ça a été particulièrement apprécié par nos fournisseurs avec lesquels on a, on a contracté le reverse factoring.
Ça a été de dire, voilà, notre assurance crédit, nos couvertures sont d'à peu près 600 000, mais aujourd'hui, on a 2 millions ou Oui, 2 millions complètement. 5 d'encours. Ça, c'est vraiment un Mmh. effet de levier complémentaire. Merci Antoine. Dernier cas, c'est le traitement d'une rupture d'approvisionnement. Alors sur ce dernier cas qui, en fait, puis c'est sûr que sur la rupture d'approvisionnement, il y a 4 impacts majeurs, hein, un impact sur les stocks, parce que l'entreprise, elle va se retrouver avec un stock sur les bras qui tourne pas. Un impact sur le BFR, parce que l'entreprise se retrouve avec un BFR de longue durée. Un impact sur le chiffre d'affaires, parce qu'elle va pas pouvoir facturer et donc un impact sur la trésorerie parce que du coup, elle va pas pouvoir encaisser. Donc on a vraiment des impacts majeurs en cas de rupture. On a tenté de, matérialiser ce schéma en haut, le cas de la rupture d'approvisionnement. En fait, du coup, dans cette situation, j'achète moins, c'est pour ça qu'on voit 20 au lieu de 30, j'achète moins. Je ne produis donc pas parce qu'il me manque un bout quand même pour produire, mais je dois quand même payer mes vins que je viens d'acheter. Donc, je dois payer quand même la matière première forcément que j'ai achetée, mais je n'ai rien produit, je n'ai rien vendu, donc je dois décaisser avant tout ça. Donc c'est sûr qu'on se rend compte qu'on est bloqué, le cycle d'exploitation ne peut pas perdurer, donc on a on a vraiment une tension qui est continue et qui peut être sans fin si à un moment donné, la rupture perdure. Donc ça, c'est le schéma Ben, assez classique. Mmh. c'est le début du cycle infernal en fait et de la contraction d'activité. Et ça, c'est typiquement le cas dans les activités industrielles et de production. Dès lors que vous sucrez les appros, en fait, vous avez une problématique immédiate. Alors nous, c'était quand même pas le cas. Pourquoi? Parce que une fois de plus, on avait du stock antérieur. Non pas qu'on avait vu venir les incendies, hein, loin s'en faut, c'était vraiment un cas de force majeure. Mais c'est un peu traditionnel et intrinsèque à nos activités. On a toujours du stock, un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, mais oui, lorsqu'on est sur une mécanique à flux tendu, ou très très tendu, dès lors qu'il y a une incapacité d'avoir des appros, là, on rentre dans le cycle infernal. C'est Mmh. effectivement à ce moment-là qu'on peut mesurer toute l'ampleur de la pertinence du reverse factoring parce que vous retrouvez une capacité d'achat en écartant le cas de force majeure de la rupture d'appro. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on dit, dans le cas là, on dit que l'acheteur, en tout cas, grâce à, sa solution de reverse factoring, il va être en mesure de davantage prouver sa bonne qualité, d'acheteur et c'est vrai que en théorie, il peut moins subir des ruptures d'approvisionnement si jamais le fournisseur doit choisir effectivement, ses acheteurs. On imagine bien dans ce cas-là qui va choisir un fournisseur qui le sécurise amplement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et de cash et d'encaissement. Oui, tout à Heu, fait. donc voilà, voici les exemples qu'on a voulu vous montrer avec Antoine sur, avec et sans, reverse factoring. Donc, on est bien d'accord, hein, c'était, le but, c'était vraiment de vulgariser les choses. On n'est pas rentré dans de nombreux détails par rapport, à la ventilation de ces chiffres. Ce qu'on a prévu, à la fin, parce qu'on voit qu'il y a quelques questions qui apparaissent sur le chat. Ce qu'on a prévu, Question, c'est alors oui? remarque de Thierry Delcos, exact, absolument exact, Alors absolument exact. j'ai pas regardé les questions du chat encore. En Ah bon, on fait, c'est sur le regardera, je calcul regarderai ça de effectivement pour trésorerie la sortie. présentation. Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. Bon, De c'était trésorerie de juste une sortie, question c'est par vrai. rapport à la Ouais, tout à ventilation des fait. chiffres de la présentation. Donc, je Ouais. regarderai ça et je remettrai à jour pour le second round. Antoine, si on a un second round ensemble. Sinon Euh, on vous a mis, dans le slide, alors les principales questions sur lesquelles, on est habitué de répondre. C'est les questions qui ressortent majoritairement. Donc je vous propose, c'est qu'on va y répondre, soit Antoine, soit moi et Antoine, enfin en tout cas on y répond conjointement
Et ensuite, ensuite, on va regarder s'il y a d'autres questions pour pouvoir affiner effectivement vos interrogations. Donc, sur la première réponse, était quel est le délai de mise en place d'une telle solution? Alors, je vais laisser Antoine répondre parce qu'en plus, c'est un bon cas d'école avec la marque Sojibois. Oui. Mais bon, Antoine, je vous laisse Alors, la parole. on entame les discussions avec mon courtier d'assurance March. Bon, dès le mois de juillet sur l'impact, où je lui dis faut vraiment qu'on trouve une solution pour optimiser, parce que si ça dure, à ce moment-là, il faut savoir une chose qui était un tout petit peu importante, c'est que le jour où l'arrêté préfectoral d'interdiction d'exploitation sur le massif forestier de la ressource est tombé, c'était le 18 juillet, notre scierie passait en 2,8 pour faire face à une augmentation de nos carnets de commandes et de nos marchés et augmenter nos capacités de production. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de stocks en amont, c'est parce qu'on avait anticipé un certain nombre de choses, mais on était vraiment en phase de croissance. Donc d'un seul coup, on a pris un effet de ciseau. Donc fin juillet, en se disant oulala, mais si ça dure, il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions de repli. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le reverse factoring. Le mois d'août a été le mois des congés, Voilà, c'est le mois comme d'août. traditionnellement en France, Mmh. donc compliqué. Donc il nous a fallu 2 mois, chrono en main, pour le mettre en place, et on a débloqué les premiers fonds le 1er octobre. Mmh. Donc c'est allé assez vite, Oui, c'est allé assez vite vite. Mmh. dans un contexte. Et c'est ce qui permet de rassurer sur un point, c'est la technique. C'est pas un truc insurmontable, loin s'en faut. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On signe une convention tripartite très simple entre le fournisseur qui doit fournir des éléments de compliance et de KYC sur son identification. Il faut rencontrer son fournisseur, euh, lui expliquer l'origine, lui Mmh. expliquer la mécanique financière. Elle est très simple, c'est de dire, ça n'est plus moi qui vais vous régler directement, c'est un établissement financier qui va vous régler directement, et il va vous régler à J plus quelques jours. Ensuite, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a convenu et expliqué la mécanique, derrière, que se passe-t-il? C'est l'établissement financier qui prend le relais sur le portage de la durée de crédit fournisseur, qui peut être de 60, 90 jours. Et donc, à ce moment-là, on met en place les éléments juridiques, une convention tripartite, et on prend un établissement financier qui va faire la trésorerie, étant assuré par Urios, étant contre-garanti par Mmh. Urios. Ce mécanisme-là de convention tripartite fait intervenir Urios, fait intervenir un établissement financier, fait intervenir vous-même en tant qu'acheteur, et fait intervenir votre fournisseur, mais de manière très simple. Il faut simplement avoir la pièce d'identité du signataire fournisseur, les statuts, le cabis, et un point, c'est tout. C'est vrai. Donc, solution assez simple, assez rapide, rien d'insurmontable. Est-ce qu'on est obligé de prendre son établissement financier? Non. Non. C'est bien, On Antoine, peut d'anticiper les questions. prendre un établissement financier qui, de son choix. Nous, on a pris un établissement financier avec lequel on a déjà nos solutions d'affacturage client, parce qu'il y a une culture de l'entreprise de l'affacturage, en tout cas de l'établissement financier de l'affacturage, donc, et que c'était pas mal perçu. Euh, Et Urios, en tant que, quelle est la sur ce volet position du assurance, on fournisseur en cas de travaille ah pardon, paiement par une excusez-moi. solution de reverse factoring? La position des fournisseurs, elle est plutôt confortable, parce qu'ils sont payés beaucoup plus tôt, et ils sont payés par un établissement financier qui est lui-même contre-garanti par Urios. Donc tout le monde y trouve son compte. Tout Et le tout le monde monde y y trouve trouve son son compte, compte. ouais. Et Sur le coût de cette solution financière, mmh. ça dépend de deux choses. Un, il y a des commissions fixes qui sont prises par Urios sur le niveau de l'assurance, et comme tout assureur crédit.
Oui, donc Il ça n'y va a être la pas de position de risque de sujet avec l'acheteur qui ça et va ça être, reste dans les prix du majoritaire. marché tout à fait honorable. Deux, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût du financement et du portage du financement dépend de votre négociation avec l'établissement financier de votre choix. Globalement, moi je vais être assez transparent, nous on est sur une solution technique qui nous coûte pas tout à fait, tout compris, pas tout à fait 3%, un tout petit peu moins. Donc en fait, quel est le sujet après? Le sujet après, c'est d'expliquer à son fournisseur que comme il est réglé cash, à J plus quelques jours, on peut répercuter l'impact financier avec une hausse de volumétrie. On peut complètement aller négocier un escompte. Et là-dessus, on a en général, alors bon, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des rapports qu'on peut avoir avec eux, mais on peut minimiser l'impact financier par un escompte fournisseur. Mmh. Parce qu'on reste sur, nous, quand on a mis en place en octobre 2022, on était à des taux de financement qui commençaient déjà un petit peu à être sensibilisés et à remonter. Ça remontera encore cette année, on le sait, mais ça reste acceptable et dans la marge globale de l'entreprise, ça reste supportable. C'est Mmh. pas le coût de l'énergie, quoi, pour faire court et simple. Oui, merci Antoine. Donc J'espère avoir répondu à David Bautista. Euh, Quels ah, vous sont êtes les déjà sur le chat critères? en train de lire les Mais questions Antoine, c'est bien. je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, Aurore. Bah, les questions que les En ce plus qui concerne fréquemment l'offre posées, on l'a d'Urios, fait. On a un fait montant quoi? minimum de chiffre d'affaires, les programmes de reverse, la mise en place de la solution technologique est lourde. Non, moi je dirais pas ça. Parce que franchement, on n'est pas les super pros de l'informatique chez la marque Sogibois, vieille dame de 1895, cirée raboterie dans les Landes. Alors, on a la fibre, hein, on a le soleil tous les jours ou quasiment, et ça se passe bien. Mais la solution technologique, non, elle est assez simple. En fait, c'est une plateforme sur laquelle vous déposez votre facture. D'abord chez Urios, elle doit être validée par Urios, tout simplement pour des raisons de suivi d'encours. C'est une plateforme assez conviviale. On se connecte par Internet, on dépose sa facture en PDF et les justificatifs de sa facture. Elle est validée sur des questions d'encours par Urios et transmise ensuite automatiquement à l'établissement financier qui déclenche le règlement Oui, sous oui, votre contrôle, bien sûr. cette plateforme, elle a Donc le été système créée est assez en très fluide. longtemps, pardon. Ça nécessite une évolution informatique de votre système, mais qui est bénigne. C'est un petit peu comme lorsque vous mettez en place un échange de données informatisé avec votre banque ou avec votre expert comptable. Dans certains cas, il peut y avoir quelques petits aménagements informatiques, mais c'est franchement pas grand-chose et rien d'insurmontable. J'espère avoir répondu à Georges Conchard. Alors Antoine, je vais juste reprendre un petit peu la parole, pour répondre. Euh, Vous m'entendez Antoine ou Qu'est-ce pas que quand je je peux vous parle? dire d'autre Ah mais non, encore? je crois qu'il m'entend pas. Bah, Une chose, je vais vous je n'ai pas laisser. été payé par Urios pour vanter les mérites de tout cela. Je n'ai pas de faveur particulière. Je garde mon indépendance et mon intégrité. C'est pour la petite tranche d'humour. Mais non, c'est quand même une solution qui peut être assez pertinente. Euh, le truc à retenir vraiment, faut quand même être vigilant sur. Alors, ça fait un peu. Moi, je voudrais pas passer pour un donneur de leçons, mais en revanche, il faut être habitué à sa gestion d'encours. À sa gestion d'encours, parce que l'effet de 90 jours ou l'effet de financement complémentaire, on le rentre dans le cycle. Après, faut tenir les échéances et faut faire attention au cycle d'exploitation parce que si on a un effet de saisonnalité, faut être extrêmement vigilant là-dessus. Parce qu'on peut se retrouver à avoir un encours fournisseur à un moment donné où on a une saisonnalité avec
peu d'activité, peu de chiffre d'affaires. Attention aux effets de ciseaux retardataires à 90 jours. Donc, faut vraiment se caler, mais ça se cale dès le début. Merci Antoine, il est midi. Alors, non, je travaille. Alors, réponse à Georges Conchat, vous travaillez avec toutes les banques. Non, on en choisit qu'une pour le reverse factoring. Beaucoup plus Mm. facile de. J'ai plusieurs banques, mais je ne travaille qu'avec une seule pour le reverse factoring. Plus Et facile pour le suivi, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est qu'il faut vraiment, vraiment être vigilant parce que quand on prend une appro supplémentaire en volume d'un coup, elle va se trouver répercutée à 60-90 jours. Donc l'échéance est due à 60-90 jours. Il faut être sûr de son coût sur le règlement de l'échéance. Donc, il faut bien le caler avec ses prévisions de commande, mm, sa production faut bien savoir piloter. et, euh, et son niveau de chiffre d'affaires à date. Merci Antoine. Je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci, Antoine. Vous m'entendez ou pas? Quel est le montant minimum de Ah non, il chiffre m'entend pas. d'affaires Je suis qui est désolée. demandé? Aurore, je vous cède la parole. Merci Antoine, c'est gentil. Donc, bah, il est midi, donc le webinaire va toucher à sa fin. Je Aurore, voulais. Oui, votre micro n'est pas branché. vous m'entendez? Moi, il est branché. Vous m'entendez pas? Moi, je pense que oui. En tout cas, la présentation touche à sa fin. Ah oui, on entend Aurore. Merci Sébastien. Donc Antoine, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que vous partagez vraiment votre expérience et le cas que vous avez connu avec le groupe Absobois et particulièrement avec la société La Marque Sojibois. Donc, on a répondu, j'espère, majoritairement à l'ensemble de vos interrogations. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions très intéressantes sur le périmètre des fournisseurs, sur les seuils d'éligibilité. Oui, bien sûr, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de peut-être qu'on se rencontre, qu'on se parle ultérieurement pour pouvoir approfondir certaines questions que vous avez pu poser sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Donc, je vous remercie à tous. Bonne, Merci beaucoup. ouais, bon appétit et écoutez, n'hésitez pas et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci. Merci Antoine.